À Madagascar, 80% de la population vit de l'agriculture. Mais le pays continue à importer une grande partie de sa nourriture. Alors, est-ce que l'agriculture est une opportunité d'investissement ou un piège? Je vous explique comment on passe d'une simple idée aux récoltes à Madagascar. Juste pour rappel, en 2001, la première société que j'ai créée, c'est une société de transformation de paddy en riz. Donc j'ai commencé quasiment avec l'agro-business. Dans cette vidéo, je vais vous donner des chiffres et des exemples concrets et surtout une feuille de route que vous pouvez appliquer, que vous soyez à Madagascar ou dans la diaspora. Pourquoi l'agriculture est stratégique? Tout d'abord parce qu'on doit manger. Et pour Madagascar en particulier, l'agriculture représente 23% de son PIB selon les chiffres de la Banque mondiale. Et comme je disais à l'introduction, 80% de la population vit de l'agriculture. Et puis quand on regarde le marché mondial, Madagascar est connu pour la vanille, le cacao, le girofle, le litchi. Donc ce sont généralement des produits d'agribusiness. Mais malheureusement, on importe encore du riz chaque année. C'est de l'ordre de 500 000 tonnes par an. Les chiffres nous montrent que le pays a un énorme potentiel. On a 3 millions d'hectares de terres arables à Madagascar, mais il manque des capitaux, il manque la technologie, il manque le savoir-faire et il manque la structuration. Et c'est là qu'un investisseur malin peut faire toute la différence. Quand on parle d'investissement agricole, il y a des étapes à suivre. Tout d'abord, il faut avoir une idée, c'est-à-dire choisir la culture ou l'élevage. Aujourd'hui, comme on a dit, il manque le riz, mais il manque aussi les légumes, il manque la viande, le zébu, le poulet, le porc. Ensuite, il y a les produits d'export, vanille, cacao, litchi, girofle. Et puis, il y a les questions de cycle. Le piment, par exemple, on peut en faire 3 ou 4 dans l'année, ce sont des cycles courts. Il y a d'autres choses qui ont des cycles longs. Donc, c'est par rapport à tout ça. Est-ce qu'on va répondre à la demande locale? Est-ce qu'on va exporter? Qu'est-ce qui est mieux pour nous? Qu'est-ce qui est plus facile? Plus simple, par exemple, même la demande locale, on peut faire des bénéfices parce qu'il y a toujours des gens qui vont manger. Le nombre de la population augmente minimum 3% par an. L'export, c'est vrai qu'on peut gagner beaucoup plus en termes de valeur ajoutée, mais il y a aussi des contraintes par rapport aux normes HACCP, enfin toutes les conditions faites pour pouvoir exporter en Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui, si on veut du cash flow rapide, par exemple, on peut opter pour le poulet de chair. Il y a toujours le marché, il n'y a pas assez de poulet à Madagascar. Le cycle d'un poulet de chair, quand on le fait bien, c'est 45 jours. Après, l'idée, c'est l'étude de la faisabilité. Où est-ce qu'on peut trouver le terrain? Et quand je dis terrain, c'est un terrain adapté. Par exemple, quand on veut faire de l'aquaculture de tilapia, par exemple, la production dans le sud et dans l'est ne sont pas pareilles. Il y a des températures plus favorables. Il y a la question d'acheminement des provandes. Donc, terrain par rapport à ce qu'on fait, est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a un accès? Quand on revient toujours sur l'aquaculture de tilapia dans l'est de Madagascar, il y a plus de 500 agriculteurs qui travaillent sur ça, mais parfois les accès sont très difficiles. Donc on transporte les produits à dos d'homme. Et c'est dangereux parfois parce que pour respecter le cycle de froid, il faut que ça arrive vivant dans les camions frigorifiques. Et parfois, si on doit marcher 2-3 km à des chaleurs de 35-40 degrés, ça ne le fait pas. Le marché, quel type de distribution en fait on choisit? Est-ce qu'on va aller vers les grossistes qui vont redistribuer à leur niveau? C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'on opte un prix plus intéressant pour qu'ils puissent faire leur marge aussi par la suite. Est-ce qu'on va aller vers les supermarchés? Ou est-ce qu'on va aller à l'export? Ou on va mettre en place un réseau de distribution? Il y a tout un choix à faire. Je vais vous donner un exemple simple des choses qu'on peut mettre en place avec des chiffres. Un hectare de maïs, par exemple, ça peut rapporter entre 2 millions et 3 millions d'ariars, c'est-à-dire entre 400 et 600 euros par hectare de marge brute sur chaque saison. Seulement si le marché est bien sécurisé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont acheter nos produits systématiquement. Troisième étape, c'est le financement. Est-ce qu'on va s'autofinancer? Est-ce qu'on va faire appel à la famille? Est-ce qu'on va faire appel à une autre institution financière? Banque, ouvrir le capital, etc. Parfois, il y a des projets qui demandent très peu de fonds. Aujourd'hui, si on est dans l'élevage porcin, un bébé cochon coûte 150 000 ariars, allez, 30 euros. Ce qu'on va lui donner à manger
pour un cycle de 3 mois et demi environ, c'est 350 000 arrières, à peu près 70 €. Le coût de revient est de 100 €. Et ce cochon à 50 kg, si on prend le prix le plus bas, 15 000 arrières aujourd'hui le kilo d'un cochon vivant. Si on prend ça, 15 000 fois 50 kg, ça nous donne 750 000 arrières, c'est-à-dire à peu près 150 €. Donc, pour chaque 100 € investis, on aura, après 3 mois et demi ou 4 mois, 50 € de bénéfices. Et si on y ajoute l'effet multiplicateur, c'est tout bénef. Un autre exemple, si on prend un poulailler de 500 têtes environ, ça va nous coûter 5 millions grosso modo. Et sur ces 5 millions d'arrières, 1000 €, on peut générer comme marge brute entre 2 millions et 3 millions, entre 400 et 600 €. Et puis, étape 4, c'est la mise en place. Bien sûr, il y a des investissements. Il faut avoir la basse-cour, il faut avoir le lieu pour mettre les cochons. En gros, il faut une infrastructure minimale, le terrain, l'irrigation, la clôture, l'abri, etc. Puis, il faut des ressources humaines, des gens qu'on forme pour nous aider à faire tout ça. Mais il ne faut pas s'affoler, par exemple, pour une petite ferme maraîchère d'1 hectare, 2 personnes suffit. Bien sûr, si on monte à 5 hectares, là, il faut commencer à mettre en place toute une équipe. L'étape suivante, c'est la récolte et la commercialisation. Il ne faut surtout pas négliger la distribution. Beaucoup de gens échouent sur ce point. Donc, bien étudier chaque option, grossiste, supermarché, export, etc. Bien sûr, investir comporte toujours des risques. Dans l'agriculture, il y a 3 risques. Il y a le risque à travers le changement climatique, de cyclones par exemple et d'intempéries. Il y a le risque de vol et d'insécurité foncière. Il peut y avoir aussi un manque de débouchés si on est mal préparé. Les quelques solutions que j'ai, c'est d'associer l'agriculture, l'irrigation et pourquoi pas l'énergie renouvelable. Sécuriser le foncier en faisant appel à des gens qui s'y connaissent. Et troisièmement, c'est diversifier les cultures pour limiter les pertes. Donc voilà, en résumé, il faut penser à l'idée, l'étude, financement, mise en place, récolte, marché. L'agriculture à Madagascar n'est pas seulement un héritage du passé, c'est aussi un moteur du futur. Celles et ceux qui investissent intelligemment aujourd'hui seront les leaders de demain. Si vous voulez plus de vidéos pratiques sur les opportunités d'investissement à Madagascar, n'hésitez pas à vous abonner. Et dites-moi en commentaire quelle culture ou élevage vous intéresse le plus pour investir à Madagascar. Sur ce, chers amis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.